matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Bonjour Jacques Beau. Alors je crois qu'il faut activer votre micro simplement parce qu'on l'avait désactivé pendant le... Voilà, merci. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Et pardon pour le retard tout d'abord, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien colonel d'état-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, et vous avez écrit plusieurs ouvrages très importants sur la guerre en Russie, notamment L'art de la guerre russe, Opération Z, ou sur le conflit israélo-palestinien, Opération Déluge Al-Aqsa, tout aux éditions Max Milo. Une actualité très riche. Alors on vous avait reçu il y a 15 jours, et pour tout vous dire, j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité tant les choses se sont accélérées depuis. Nous avons donc... ne serait-ce qu'en l'espace d'une semaine, on a vu cette conférence de Munich, en Allemagne, où J.D. Vance est venu sermonner les États européens. Et puis, cette brusque accélération avec ces négociations et ce sommet en Arabie Saoudite entre des dirigeants américains et russes, la première fois qu'ils se rencontrent depuis longtemps. Et en même temps, en parallèle, lundi, ce sommet européen qui réunissait donc des principales puissances européennes avec un représentant de l'OTAN. D'abord, peut-être, quel regard vous portez sur cette semaine politique qui vient de s'écouler, avec vraiment, on voit le deux mondes qui s'écartent et qui se séparent de plus en plus entre l'Europe et puis le reste du monde. Ce qui me surprend le plus, évidemment, je regarde ça avec l'œil de celui qui fait du renseignement, c'est qu'on soit surpris. C'est tout simplement ça, parce que, en définitive, on savait que les choses allaient changer et changer radicalement avec l'arrivée de Donald Trump en tant que président des États-Unis. On connaît ses idées depuis maintenant à peu près une année. Elles se sont évidemment confirmées depuis son élection en novembre. Et donc on savait que les choses allaient changer et on savait qu'il allait prendre le problème à bras-le-corps, alors que la position des Européens avait été plutôt de continuer sur la lancée de l'illusion d'une victoire, d'une défaite de la Russie, et cetera, et cetera. Et aujourd'hui, eh bien, ce qui devait arriver est arrivé, si vous voulez, et là, tout le monde est surpris. Tout le monde est étonné, il n'y a pas de plan B, il y a pas de préparation pour, cette nouvelle situation à laquelle on connaissait peut-être pas tous les détails, mais on pouvait s'y attendre. On a vu cette réunion d'urgence, vous êtes dit de l'Union européenne, mais pour moi, c'est pas l'Union européenne, il y a que quoi, 6 pays et encore, il y a la Grande-Bretagne qui fait pas partie de l'Union européenne, il y a l'OTAN qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, donc Oui, en c'est pas fait, une réunion de l'Union c'était européenne. l'OTAN sans les États-Unis, enfin les principales puissances de l'OTAN sans les États-Unis, si on veut. Si vous êtes d'accord. Oui, oui, même pas, c'était à vrai dire, le critère a été de prendre les pays qui avaient les armées les plus importantes du continent, parce que l'idée était de discuter la potentialité, de mener une opération de maintien de la paix en Ukraine. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment de format, si vous voulez, c'est un format ad hoc, de Macron. Mais peu importe, d'ailleurs qui était là et qui n'était pas là, ce qu'on a vu, c'est que cette réunion a été, convoquée dans l'urgence, sans vraiment qu'on sache exactement pourquoi. Ceux qui étaient là, et notamment les Allemands, sont sortis extrêmement frustrés parce que Emmanuel Macron n'a rien fait d'autre que de proposer quelque chose que les Américains ne voulaient pas, que les Russes ne veulent pas et qu'en réalité, personne n'a les moyens de faire. Donc c'est vraiment, un coup d'épée dans l'eau, pour une situation qui était parfaitement prévisible. Donc c'est ça qui me surprend beaucoup, c'est cette impréparation intellectuelle, matérielle aussi, politique aussi, des Européens. Et puis ils se sont fait évidemment, remonter les bretelles par, J.D. Vance qui leur a reproché, d'ailleurs la dérive qu'on observe depuis maintenant, plusieurs années, pas seulement depuis l'opération spéciale russe, mais depuis plusieurs années, cette dérive autoritaire de gouvernements qui doivent aller vers l'autoritaire. Il faut pas oublier ça. La dérive autoritaire de nos pays, elle n'est pas c'est pas un simple hasard. C'est le fait que l'écart croissant qu'il y a entre les dirigeants et le peuple fait qu'on est obligé d'imposer les décisions.
Mmh. n'est-ce pas? C'est ça là, le problème. Si tout se passait bien dans nos pays, si les décisions prises par nos dirigeants étaient claires, étaient sensées, étaient sur la base de consultations, etc., il y aurait pas besoin d'avoir quelque chose. Je rappelle que pendant la guerre froide, alors que nous étions en guerre contre l'Union soviétique, contre le pacte de Varsovie même, hein, c'était même plus important, et d'une manière plus large contre le système, communiste, parce qu'en réalité, c'était ça qu'on craignait en Europe. Eh bien, on pouvait accéder, on avait la dans tous les kiosques, y compris à Paris, vous pouviez acheter la Pravda. Donc on n'avait pas peur à l'époque de la d'informations ou on n'avait pas besoin d'imposer Mmh. une vision des choses parce qu'on était confiant dans le fait que les idées que nous avions, la manière dont nous gérions les choses, avaient une acceptation assez générale dans la population. Or aujourd'hui, les dirigeants se rendent bien compte qu'ils n'ont pas l'adhésion du public et par conséquent, on est dans une dérive autoritaire et J.D. Vance s'en aperçoit. Évidemment, il peut en parler comment dire? D'une position favorable parce que, Donald Trump a été élu avec une majorité, pas seulement la majorité des grands électeurs, parce que Mmh. ça c'est évidemment la condition pour être élu président, mais dans cette majorité des grands électeurs, ou derrière, il y a une majorité de la population, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le système américain. Vous pouvez avoir une majorité des grands électeurs sans avoir la majorité de la population. Et donc, vous avez, ici un exemple, évidemment, l'administration Trump peut se prévaloir d'avoir une forte adhésion populaire et on constate que depuis que Trump est arrivé au pouvoir et les décisions qu'il a prises, sa popularité semble augmenter. On Voilà. est d'accord. Alors, justement, je voulais vous interroger sur ces élites européennes, ce comportement. Régis de Castelnau, sur le même sujet, au début de notre émission, parlait de poulets sans tête. Et je voulais savoir quel regard vous portez là-dessus, puisque avant l'élection de Donald Trump, on pouvait à minima comprendre les agissements de nos élites, à défaut de les excuser ou de les expliquer, parce qu'ils étaient guidés par cet État profond démocrate qui les asservissait, qui servait les intérêts américains, enfin en tout cas les intérêts de l'État profond démocrate. Là, cet État a été décapité par l'arrivée de Donald Trump. Et je vous cite quand même une déclaration de Viktor Orban, un tweet du 18 février, où il explique: attention, nos craintes se sont confirmées. Le réseau d'ONG mondialiste libéral Soros s'est réfugié à Bruxelles après que le président Trump a porté un coup dur à leurs activités aux États-Unis. Aujourd'hui, 63 d'entre elles demandent de l'argent à Bruxelles sous couvert de divers projets de défense des droits de l'homme. Cela n'arrivera pas. Nous ne les laisserons pas trouver refuge en Europe. Les dossiers de l'USAID ont révélé les sombres pratiques du réseau mondialiste. Nous ne mordrons plus à l'hameçon. Donc, est-ce que il reste en fait encore un cap à cette mouvance mondialiste? Ah bon, oui, le terme mondialiste, me dérange toujours un petit peu D'accord. parce que je on ne sait jamais exactement à quoi ça se réfère. Ça veut pas dire grand-chose. Je pense que l'idée, si c'est l'idée de parler de la suprématie, américaine dans le monde, elle va pas changer. Oui. Les États-Unis restent une puissance qui est culturellement hégémonique, si vous voulez, et ça s'exprime par des biais différents, mais voilà. Et puis les occidentaux, s'aperçoivent bien aussi, enfin les Européens s'aperçoivent bien aussi que, leur marché ne suffit pas à, permettre, la croissance et la prospérité, donc il faut se tourner vers les marchés extérieurs. Par conséquent, le terme mondialiste est toujours un peu une expression un peu à double tranchant. Je l'aime pas trop. Mais bref, je Mmh. vois ce que vous voulez dire et dans l'ensemble, il est vrai qu'il y a derrière la présence qu'on a, comment dire? Pas la présence, mais l'action que l'on mène dans le monde, il y a une manière d'imposer une philosophie, d'imposer un regard sur le monde, d'imposer ce que les Allemands appellent la Weltanschauung, c'est-à-dire notre perception du monde et d'essayer de l'imposer au reste du monde. Et c'est d'ailleurs ce que, Samuel Huntington avait, illustré dans son livre «Le choc des civilisations», qui n'est pas une doctrine,
contrairement à ce qu'en France, on l'a beaucoup pris comme une doctrine, comme quoi il fallait, adopter ça. Non, non, c'est pas une doctrine, c'est un constat très différent et et effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus des blocs politiques, idéologiques, le capitalisme contre le marxisme ou l'impérialisme contre le marxisme, enfin, vous pouvez employer les termes que vous voulez, vous n'avez pas 2 blocs comme ça qui s'affrontent, mais c'est 2 visions du monde, des cultures différentes, une manière d'aborder les choses différentes et même si on parle aujourd'hui, de la Chine, par exemple, alors oui, c'est un pays communiste, mais on voit bien que la notion de communisme en Chine est une notion qui est à géométrie variable et qu'en réalité, ce qui caractérise la Chine aujourd'hui, c'est moins sa dimension politique, communiste que sa culture qui est en fait, qui est déterminante aussi dans le fonctionnement de l'État et dans sa manière d'aborder les problèmes à la fois nationaux et internationaux. Donc, heu le terme mondialisme s'il s'applique comme je l'ai défini ou redéfini à notre manière d'imposer une Mmh. vision occidentale du monde, alors évidemment tout ça ne va pas changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la différence d'avant, autrefois on avait peut-être pas seulement l'impression, on a eu pendant, dans les années d'après-guerre, une réelle, puissance, à la fois économique, industrielle, une puissance dans le domaine de l'innovation et cetera. L'Occident a été la locomotive, du monde, avec, des aléas, je ne peux pas vous dire que tout s'est passé parfaitement, mais l'Occident a été cette locomotive du monde pendant les années d'après-guerre, les 40 glorieuses, comme on a dit, qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On a d'autres locomotives qui se mettent en place et une qui est d'ailleurs solidement en place, qui est la Chine et par conséquent, les occidentaux sont aujourd'hui un petit peu, vivent sur l'illusion de cette grandeur et n'ont pas encore réussi à comprendre qu'il fallait composer avec les autres acteurs. Mmh. Alors un pas important, je pense, qui est à comprendre et qui explique un petit peu ce qui s'est passé à Munich la semaine passée, c'est la déclaration, de Marco Rubio lorsqu'il a été interviewé par, CNN ou CBS il y a quelques jours, où il dit: «Aujourd'hui, les États-Unis ont un intérêt national, les Russes ont un intérêt national, les Chinois ont un intérêt national», nota bene qu'il ne mentionne pas l'Europe dans ce truc-là. Et Nous que avons des J.D. intérêts Vance nationaux. a expliqué que la principale menace qui pesait sur l'Europe, c'était la perte de ses valeurs fondamentales et que c'est une Oui, menace ça c'est autre intérieure. chose, ça Ouais, c'est autre chose. oui. Mais quand on parle l'intérêt national, ça veut dire que les Américains ont reconnu que, ce qui guide leur intérêt na leur action, c'est l'intérêt national, tout ça c'est logique, mais ils ont reconnu aussi que les autres peuvent avoir un intérêt national et que c'est la manière de gérer les relations entre ces différents intérêts nationaux ou le choc Mmh. qui résulte de l'application de ces différents intérêts, nationaux qui forge aujourd'hui la géopolitique. Et ça c'est une réflexion capitale parce qu'elle explique pourquoi les Américains aujourd'hui comprennent qu'il faut discuter avec la Russie. Parce qu'ils disent voilà, bah, on est dans une situation, où on voulait imposer notre intérêt national, ça n'a pas marché. Il faut reconnaître que les autres ont aussi un intérêt national et à partir de construire à partir de là. Donc c'est un constat de la réalité. Certains ont dit: «C'est la fin de la multipolarité» ou je sais pas quoi, la fin de l'unipolarité, pardon. On peut le prendre sous différentes terminologies, mais c'est la reconnaissance qu'aujourd'hui les Américains doivent faire ou composer avec les intérêts nationaux d'autres puissances. La question des valeurs fondamentales, alors on revient un petit peu à la question des élites, Mmh. je pense que J.D. Vance, si on écoute d'ailleurs son discours, je suis pas sûr qu'il ait été aussi catégorique sur la question j'attends, oui, il a été catégorique sur la question des valeurs, mais je pense que dans son esprit,
C'était pas pour qu'il y ait plus de liberté, vraiment de liberté d'expression, en Europe et puis qu'on ne condamne pas ou n'interdise pas telle ou telle voie de c'est pas tellement ça. Quand vous écoutez son discours, c'est surtout parce qu'il pense que l'intérêt des États-Unis, c'est notamment l'intelligence artificielle, c'est les, hem les nouvelles technologies et que la tendance qu'il y a actuellement en Europe, et c'est pas pour rien qu'il a évoqué Monsieur Breton, Thierry Breton, Mmh. à propos de l'élection en Roumanie, c'est que ce qui inquiète les Américains, c'est que les dispositions légales qui sont en train d'être mises en place en Europe pourraient entrer en conflit avec l'effort, si vous voulez, de développement technologique, et cetera, que veut faire, les États-Unis. C'est un peu dans ce sens-là D'accord. qu'il faut le voir. Mmh. Parce que du côté des Américains, regardez, Associated Press qui a refusé d'utiliser l'expression Gulf of America, mais continue à utiliser l'expression Gulf of Mexico. Ils ont tout simplement été refusés dans une conférence de presse de la Maison Mmh. Blanche. Donc, la liberté d'expression, en tant Oui. que telle, en tant que valeur fondamentale, je ne pense pas que ce soit le vrai souci des Américains, mais c'est leur intérêt national, leur intérêt qui est aujourd'hui, qui veut se diriger, comme Trump l'a dit, il veut investir des centaines de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. C'est ça Mmh. son intérêt et c'est ça qui était l'objet de la déclaration de J.D. Vance. Alors, on va revenir sur ensuite ces négociations de paix entre la Russie, les États-Unis et puis ce monde nouveau qui s'annonce. Mais d'abord, je voulais quand même poser une dernière question sur l'Europe, parce que donc, l'Europe multiplie les déclarations bellicistes depuis ces derniers jours, après ce sommet. On a le Danemark, alors ça peut faire rigoler, puisque donc, enfin en tout cas, faut relativiser, c'est pas une grande armée, mais qui a annoncé un grand plan de réarmement massif aussi pour protéger le Groenland avec les récentes déclarations de Donald Trump, en estimant que la situation est pire que la guerre froide. On a également Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, qui a expliqué qu'il était temps de reprendre le contrôle de l'OTAN. Est-ce que vous pensez que cette Europe, jusqu'où cette Europe peut aller pour s'opposer à ce plan de paix entre la Russie et l'Ukraine? Vous mélangez plusieurs choses. Bon, D'abord, concernant le Danemark, bon, je pense que c'est assez logique à partir du moment où ils ont la souveraineté sur le Groenland, qu'ils, qu'ils prennent des mesures pour, en tout cas, montrer qu'ils veulent protéger de cette souveraineté. Ça me semble tout à fait légitime, mais, je serais loin de leur lancer la pierre, parce que c'est pour ça qu'on a des armées d'ailleurs. Alors même si on a une petite armée, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas renoncer à sa souveraineté et je viens d'un petit pays, qui avait une grande armée qui a évidemment fortement rétréci depuis la fin de la guerre froide. Mais, néanmoins, je ne serai pas de ceux qui jetteront la pierre au Danemark sur ce dossier-là. Par contre, quand on entend, Jean-Noël Barrot, oui, je crois que c'est oui, c'est Jean-Noël ça. Barrot. Là, on est dans ce qu'on appelle le wishful thinking ou bien les illusions, l'illusion. On est dans des déclarations qui n'ont absolument ni pied ni tête. L'OTAN est une organisation qui a été créée autour des États-Unis, n'est-ce pas? En 1949, lorsque les Européens ont constaté que l'Union soviétique se dotait de l'arme nucléaire, ils ont demandé à être sous la protection nucléaire des Américains et c'est ce qui a conduit au traité de Washington, qui est l'acte fondateur de l'Alliance atlantique, c'était de mettre les pays européens sous le parapluie nucléaire, américain. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand vous avez les négociations, par exemple en Ukraine, vous avez Zelensky qui dit: «Soit vous nous donnez des armes nucléaires, soit vous nous faites entrer dans l'OTAN». C'est parce Mmh. que la clé de voûte du système otanien, c'est la puissance nucléaire américaine. Voilà et donc, venir prendre le contrôle de l'OTAN, ça n'a absolument aucun sens. Bon, Jean-Noël Barrot, tout ça, c'est un peu, c'est vraiment des gens, on se demande où on a Oui. pêché ces gens-là parce qu'ils n'ont aucun sens de la géostratégie, de la géopolitique et je ne sais même pas ils comprennent même, les intérêts, de la France. Si
Jean-Noël Barrot avait une représentation, comment dire, intelligente, tout simplement, de la situation, il comprendrait que la situation qui est en train de se modifier en Europe par la reconnaissance de la puissance russe devrait nous conduire à autre chose, c'est-à-dire un équilibre des forces qui n'est pas basé sur la puissance nucléaire, parce que là, on retombe dans ce qu'était la guerre froide au sens propre, c'est-à-dire des deux puissances nucléaires qui se regardent en chien de faïence, Mm. mais qu'il fallait aujourd'hui construire l'Europe selon d'autres principes. Et c'est ce que les Américains ont compris. Ils ont compris que ça servait à rien d'essayer de se lancer dans des affrontements militaires stériles, et c'est d'ailleurs en substance ce que dit Donald Trump, et avec raison d'ailleurs, que la guerre en Ukraine n'avait rigoureusement aucun sens. Et il a raison d'ailleurs aussi de rejeter la responsabilité de cette guerre. Et quand je dis guerre, je ne parle pas simplement de ce qui s'est passé depuis février 2022, mais ce qui s'est passé depuis février 2014. Il rejette cette responsabilité sur l'Ukraine, et avec raison. Parce que les Ukrainiens, pour rentrer dans l'OTAN, si vous voulez, ont en fait vendu leur sécurité et vendu une bonne partie de leur population pour ça. Et en réalité, ils n'obtiendront pas ce qu'ils ont cherché à avoir, c'est-à-dire leur intégration dans l'OTAN. Et par conséquent, on s'aperçoit qu'on est dans des situations où chacun poursuit une chimère quelque part. Mm. Et il vaudrait mieux aujourd'hui recréer l'architecture de sécurité en Europe en se basant sur d'autres principes. Et on va pratiquement inévitablement, et c'est d'ailleurs ce que les Américains font indirectement en lançant le processus de négociation avec la Russie, c'est d'avoir une sécurité non pas par la confrontation, mais une sécurité par la coopération, qui n'est pas une idée nouvelle, c'est l'idée que les Soviétiques avaient déjà eue dans les années 70 en créant l'organisation, enfin à l'époque la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est une initiative soviétique pour changer le paradigme, si vous voulez, de la sécurité en Europe. Et cette conférence est devenue l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et c'est l'idée que les Russes avaient lorsqu'ils ont demandé leur entrée dans le partenariat pour la paix, qui était ce que certains ont appelé par la suite l'antichambre de l'OTAN. Et la Russie, comme la Suisse d'ailleurs, comme bien d'autres pays européens, y compris les pays de l'Est qui aujourd'hui sont alliés dans l'OTAN, font partie de l'alliance, mais avant de faire partie de l'alliance, ils étaient partenaires, comme la Russie, le Bélarus, la Suisse et d'autres, dans ce partenariat pour la paix. Et l'idée des Russes à ce moment-là, pour entrer dans ce partenariat pour la paix, était d'avoir, ils pensaient qu'on pouvait construire la paix sur non pas l'équilibre des nombres de missiles nucléaires, mais sur une meilleure entente et plutôt en travaillant ensemble plutôt qu'en s'affrontant. Donc on comprend que donc ouais, c'est des idées qui existent déjà depuis longtemps. Justement, on va en venir à cette rencontre à Riyad entre les Russes et les Américains, donc qui a fait rencontrer donc l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, le secrétaire d'État Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale américain Mike Waltz, avec des ministres saoudiens et le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Les Américains ont paru très contents. En tout cas, Donald Trump s'est félicité de cette discussion et prévoit normalement d'ici la fin du mois une rencontre avec Vladimir Poutine. Comment est-ce que vous voyez cet accord de paix? Et puis surtout, on a eu des observateurs qui analysaient cet accord et ce rapprochement entre la Russie et les Américains comme une volonté des Américains de séparer la Russie de la Chine et d'isoler un petit peu les Chinois, parce que donc, le Marco Rubio a déjà eu des déclarations assez virulentes à l'encontre de la Chine, qui est toujours considérée comme l'ennemi numéro un américain. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors, il faut bien comprendre que la nouvelle administration américaine a comme objectif central de restaurer la puissance américaine. Ça, c'est l'élément central. La différence avec l'administration précédente, c'est que Joe Biden et les démocrates, d'une manière générale, ils pensent que la grandeur de l'Amérique dépend de l'influence qu'elle a dans le monde.
Alors que pour Donald Trump, qui est un peu, on pourrait dire, un républicain pur jus, hein, dans ce sens-là, c'est de dire l'Amérique est puissante à partir du moment où elle a la capacité intérieure, la capacité industrielle, la capacité financière, la capacité humaine, la capacité intellectuelle, et cetera, de dominer le monde. Donc, si vous voulez, c'est une autre manière d'aborder la grandeur des États-Unis et leur importance dans le monde. Plutôt un choix de développer l'intérieur du pays plutôt que l'extérieur du pays, ce qu'ont fait les démocrates avec pas beaucoup de succès, il faut le dire. Et pour parvenir à ça, les Américains doivent combattre leur principal compétiteur, qui est la Chine. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que c'est la Chine qui est comme je l'ai dit tout à l'heure, la vraie locomotive industrielle, mais pas seulement, technologique, innovatrice, et cetera, du monde. C'est la Chine qui dépose le plus de brevets dans le monde aujourd'hui, hein, par année. C'est la Chine qui a la plus forte production, c'est elle qui domine la production mondiale, ou en tout cas une grande partie, oui, elle domine comme pays la production mondiale, mais c'est aussi là qu'on voit que l'innovation se développe le plus rapidement, les investissements en recherche et développement sont les plus importants, la production d'ingénieurs est la plus importante, et cetera, et cetera. Donc les Américains ont, et c'est peut-être là où je vois un défaut dans la réflexion américaine, c'est que au lieu pour moi, si on veut augmenter, être plus grand que les autres, meilleur que les autres, il faut s'améliorer soi-même, mais pas essayer d'abaisser les autres. Parce que quand on abaisse les autres, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, eh bien, on finit par se scléroser soi-même Mmh. et on ne fait que pousser les autres dans un effort pour survivre. En fait, ils deviennent encore plus créatifs. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie, c'est exactement ce qui s'est passé à plus long terme avec la Chine. Donc voilà, ça c'est ce que veulent faire les Américains. Et pour faire ça, ils doivent enlever tout le ballast géopolitique qui les empêche de le faire. Et la guerre en Ukraine est considérée par Trump comme un gaspillage de ressources humaines, financières, militaires et autres, et que par conséquent, il faut stopper ça. Il a d'ailleurs à peu près le même point de vue concernant la Palestine avec quelques nuances. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et évidemment que dans ce mouvement-là, et en se rapprochant de la Russie, il y a là cette tentation de mettre un fossé entre la Russie et la Chine. Alors, je ne pense pas que les Russes le voient comme ça. Les Russes voient pas la discussion avec les États-Unis comme une sorte de jeu à somme nulle dans lequel ils se rapprochent des États-Unis et en échange, ils acceptent de creuser le fossé avec la Chine. Mmh. Les Russes sont dans une position de force. D'ailleurs, dans cette affaire, vous notez bien que ce sont les Américains qui sont demandeurs. Mmh. C'est les Américains qui sont demandeurs, pas les Russes. Et les Russes jouent là-dessus. Et pour l'instant, c'est nous qui tenons le couteau par le manche. Si vous voulez négocier, on est prêt à faire avec, on l'a toujours dit, on est disposé à le faire, mais si vous ne voulez pas, nous, on continue. Et c'est donc, si vous voulez, les Russes sont absolument pas obligés de faire ça. Alors, il y a peut-être un calcul chez les Américains, mais je pense que les Américains se rendent compte que ce calcul ne va pas fonctionner. Et on le voit d'ailleurs, je ne veux pas entrer dans tous les détails ici, mais dans la manière dont ils conduisent ces négociations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Américains ont compris que la Russie a des intérêts légitimes, exactement ce que disait Marco Rubio il y a une dizaine de jours. La Chine a aussi des intérêts légitimes. La seule chose, c'est que les Américains ont les leurs et ils ne vont pas se priver de les faire valoir. Alors, ils n'ont pas envie de se battre contre la Russie et ils préfèrent garder ça comme un théâtre d'opération secondaire, si vous voulez, parce que ce n'est pas leur menace directe pour la grandeur des États-Unis.
Et par conséquent, ils préfèrent transiger avec la Russie. Il y a des risques, évidemment, qu'il y ait c'est une relation tripartite. Mais regardez, vous avez le même phénomène entre la Russie, l'Inde et la Chine. Mmh. Et vous n'avez pas, il y a ce ménage à trois, si vous voulez, n'a pas été au détriment ni de la Chine, ni de l'Inde, ni d'ailleurs de la Russie. Mmh. Au contraire, on a un peu l'impression que ce ménage à trois a fait que renforcer les liens triangulaires et grâce à l'intégration d'ailleurs qui est offerte par les BRICS, si vous voulez, on a vu l'année passée que des négociations s'engageaient entre la Chine et et l'Inde sur leurs différents frontaliers, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ces pays qui sont dans des relations triangulaires s'aperçoivent que ça leur coûte moins cher, dans tous les sens du terme, pas simplement financier, ça leur coûte moins cher d'essayer de se raccommoder et d'essayer de trouver des terrains d'entente plutôt que de construire sur des divergences. Et on voit Et bien c'est cette multipolarité qui émerge un peu partout dans le monde et voilà, qui équilibre les relations plutôt que de renforcer les tensions. Oui, encore Ouais, que, de nouveau, le terme multipolarité est un terme qui est souvent mal compris en Occident. d'accord. La multipolarité, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit, de nouveau, Marco Rubio lors de cette interview avec Megyn Kelly. Il a dit: «L'unipolarité, c'est pas nous qui avons décidé de l'unipolarité. L'unipolarité, c'est un état de fait. Mmh. C'est un état de fait qui est résulté de la chute du monde communiste, d'un côté, du fait que la Chine n'existait pas encore et l'état de fait au début des années 90, c'est que les États-Unis sont la seule superpuissance qui reste de la guerre froide. Et ça, c'est l'unipolarité. Après, il y a d'autres phénomènes qui viennent se greffer là-dessus, la volonté d'hégémonie, et là, on est sur autre chose, parce que là, Mmh. on est sur une politique et qui est d'ailleurs entérinée par une doctrine, la doctrine Wolfowitz, et qui a été élaborée dès 1992, dont on a eu connaissance officiellement dans le public en 1994. Mais cette doctrine qui dit les Américains jouissent aujourd'hui d'une situation privilégiée due au concours de circonstances, c'est à nous de faire fructifier cette situation et de donner aux États-Unis une position dominante. Et c'est en réalité l'arrivée ou le discours de Marco Rubio, enfin pas le discours, mais l'interview de Marco Rubio, n'est pas la fin de la multipolarité, de l'unipolarité, pardon, c'est la fin de la doctrine Wolfowitz. Mais D'accord. l'unipolarité, c'est un état de fait. Oui. Et c'est exactement ce que dit Rubio. Il dit aujourd'hui, eh bien, l'état de fait est tel que on voit que la Russie est redevenue une grande puissance, grâce aux sanctions d'ailleurs, grâce aux sanctions européennes, paradoxalement. La Russie est redevenue une superpuissance. Alors on essaye aujourd'hui de dire qu'elle a des difficultés économiques, etc. Le fait est que c'est de redevenu une grande puissance, et on le voit d'ailleurs dans les relations qu'elle a avec le reste du monde. Elle n'est plus du tout isolée. Et puis la Chine, de facto, qui est cette puissance à la fois économique, mais aussi politique de plus en plus, qui a émergé. Donc cette multipolarité, elle résulte d'un changement dans le logiciel, si vous voulez, de Oui, fonctionnement du monde. Elle résulte en grande partie, et on revient là au début de notre propos, c'est de l'effondrement des élites européennes ou plutôt des pays européens, des puissances européennes qui, à cause, pas grâce, mais à cause d'élites ou soi-disant élites qui prennent des décisions non pas en fonction de leur intérêt, mais en fonction pour essayer de nuire aux autres. Et on est mmh, exactement d'ailleurs là dans ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de si on veut être grand, il faut grandir soi-même et absolument. pas essayer de détruire les autres, ça sert à rien. C'est exactement ce qu'on voit avec la politique européenne de Ursula von der Leyen. L'idée, c'est et d'ailleurs qui est partagée par Annalena Baerbock, c'est d'ailleurs
pas surprenant qu'on voit que ce soit les Verts qui ont ça, hein. C'est un Mmh. peu cette idée C'est un que peu c'est leur les autres mantra, qui oui. sont méchants et nous qui avons Mmh. la vérité. C'est un peu, un retour aux années 30 d'une certaine manière, avec des perspectives un peu différentes. Mais c'est un peu ça, oui, c'est l'homme nouveau, hein. On veut Oui, créer oui. un homme nouveau. Sans péché, sans vertueux. Il y a beaucoup de similitudes, Mmh. contrairement à ce qu'on pourrait croire, y compris d'ailleurs la disparition on revient à la question, de la liberté d'expression Mmh. qui est abolie, de la de l'élimination comment Des de opposants, certains des partis politiques, contradicteurs, ouais. des opposants et cetera. Voilà. Absolument. Alors, je voulais vous faire réagir pour finir, Jacques Beau, puisque l'entretien dure, au propos de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky. On a vu une radicalisation des propos de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Je cite hier sur son média Truth Social, un comédien sans grand succès qui a perdu la moitié de l'argent qu'on lui a donné. Il refuse qu'il y ait de nouvelles élections. C'est un dictateur sans élection. Il a fait un boulot horrible. Son pays est dévasté. Il a intérêt à se remuer ou alors il n'aura plus de pays du tout. Et Volodymyr Zelensky de répondre: le président Trump, que nous respectons beaucoup en tant que leader du peuple américain, malheureusement vit dans un espace de désinformation. Quel avenir vous voyez à l'Ukraine, notamment avec ces négociations de paix dont elle est pour le moment, en tout cas pas forcément partie prenante, surtout quand on se rappelle cette histoire de terres rares, hein, donc la proposition de Donald Trump que Volodymyr Zelensky lui cède des terres rares. Donc on peut quand même penser que même les États-Unis ont des prétentions peut-être sur l'Ukraine. D'abord, c'est une légende urbaine que vous racontez là. Ah bon? Tout à fait. C'est pas Trump qui a proposé ça, c'est Zelensky qui lui a proposé D'accord, ah bah et pour écoutez, voilà, oui, oui, non, mais je sais, mea vous avez culpa alors. beaucoup de gens, font cette confusion. Non, non, c'est Zelensky qui l'a proposé. Il l'a proposé pour une raison très simple. Donc il l'a proposé C'est et refusé ensuite, on est d'accord, hein? Parce que c'est lui qui a refusé par contre aussi. Vous parlez bon, de l'accord des terres rares? je parle de Oui, oui, l'accord des terres, parce qu'il faut comprendre tout ce qui s'est allez-y. passé, n'est-ce pas? De nouveau, on a toujours une vision très, partiale des choses et partielle et partiale du coup. Mais ce qui s'est passé, c'est que, Donald Trump a dit, et ça il le sait depuis qu'il a dit, il a dit: «Ce conflit n'apporte rien». Donc, Trump voit qu'on investit dans un trou noir où l'argent disparaît et il y a pas de résultat. Alors, Trump, c'est un businessman, donc pour lui, il faut un return on investment. Donc il faut un retour sur investissement et l'Ukraine ne correspond manifestement pas à ce critère. Alors les Européens, eux, heu, versent de l'argent à gogo, mais ils font ça avec le sang des Ukrainiens, donc ça leur coûte pas très cher. Les Américains, eux, ils veulent leur argent pour faire la grandeur des États-Unis. Donc pour eux, dépenser de l'argent à faire, pour une guerre qui n'a pas de sens et qui finalement arrive au résultat contraire de ce qu'on voudrait, ça n'a absolument pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle c'est cette notion de rentabilité, si vous voulez, que Zelensky a très bien compris chez Trump et lui a proposé de dire, quand Trump a dit qu'il allait couper les fonds, le soutien financier et militaire à l'Ukraine, L'Ukraine? Zelensky a pris la balle au vol et puis il a dit: non, vous continuez à investir dans notre pays et en échange, vous aurez les terres rares. Et ce qui s'est passé, c'est que Trump l'a un peu pris à son jeu. Il a dit: «Oui, alors on est d'accord pour les terres rares, mais on vous aidera pas plus». Parce D'accord. qu'il a très bien compris que ça c'est l'argent qu'on investit n'apporterait rien et par conséquent, c'est là que Zelensky a dit: «Ah ouais, non, mais ça marche pas comme ça» et puis après, il a un peu changé son fusil d'épaule. C'est Trump qui a enfin, c'est Zelensky qui a proposé, Trump l'a pris au jeu, l'a mis en face de la réalité, en fait, de sa réalité et d'une certaine manière, c'était assez habile, mais c'est pas Trump qui a demandé ça. De toute D'accord. façon, ces terres rares sont en grande partie inaccessibles, même aux Ukrainiens Oui. eux-mêmes. Oui, parce Par qu'elles sont sous conséquent, contrôle russe. c'est un marché de Mmh. dupes, d'une certaine manière. Donc voilà un peu où on en est. Mais Et sur ce ces qu'il y a déclarations, donc sur les déclarations de Donald Trump récentes sur Zelensky? oui, alors, Donald Trump, c'est quelqu'un qui je pense, c'est quelqu'un qui aime les gens qui affirment leur personnalité, pas des gens qui se plient aux autres. Et je pense que même quelqu'un qui affronterait, Trump de face,
mais ouvertement, aurait droit à plus de respect que le gars qui accepte en carpette les décisions de Trump. C'est pour ça que Trump n'a pas beaucoup de respect pour les Européens, parce que les Européens n'ont jamais montré qu'ils voulaient, ils avaient d'ailleurs des intérêts à défendre, on ne sait même pas lesquels d'ailleurs, et évidemment, puisque les Européens ne savent pas quels intérêts, ils ne peuvent pas les défendre. Et c'est pour ça que Trump n'a pas beaucoup de respect pour eux. Et pour Zelensky, eh bien, c'est un peu la même chose. Et aujourd'hui, Zelensky parle plus ou moins d'accord de vouloir négocier. Il veut faire partie d'une négociation, disons ça comme ça. Et Trump dit, écoutez, vous avez eu votre chance, vous avez eu depuis que vous êtes élu, vous avez eu l'opportunité à la fois de mettre en place les accords de Minsk, vous ne l'avez pas fait. Vous avez eu la possibilité de négocier avant 2022, vous ne l'avez pas fait. Et en 2022, vous avez eu la possibilité, puisque je rappelle que c'est Zelensky qui a demandé à négocier dès le 25 février, c'est-à-dire au lendemain de l'intervention russe. Il a téléphoné à au ministre des Affaires étrangères suisse pour demander l'organisation d'une conférence de paix. Cette conférence n'a pas eu lieu, mais elle a abouti à un premier cycle de négociations à la frontière du Bélarus. Puis il y a eu l'Europe qui est venue, puis qui a dit à Zelensky, non, vous négociez pas, voilà 450 millions d'euros pour des armes et continuez à vous battre. Et puis Zelensky, voyant que les choses tournaient vraiment mal pour lui, il a remis la compresse et voulu faire ce deuxième cycle de négociations à, euh, à Istanbul, qui a presque abouti, mais là aussi, ce sont les Européens qui sont venus, enfin Boris Johnson en l'occurrence, qui sont venus pour lui dire non, stop, vous négociez pas. Et c'est là qu'est venue l'idée de l'échange, si vous voulez, entre un processus de paix contre un soutien jusque nécessaire par les Européens. Et puis, donc, et puis, il y a eu un troisième cycle qui a été amorcé en août 2022, sous l'égide de nouveau de la Turquie, lorsque Erdogan a voulu proposer un sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et Volodymyr Zelensky a accepté. Poutine s'est fait tirer les oreilles un petit peu ou tirer par la manche, et finalement il a accepté. Et c'est là que Boris Johnson, une nouvelle fois, est intervenu. C'est fin août, le 18 août, sauf erreur, 2022, pour dire on ne fait pas de traité fumeux avec les Russes et la discussion s'arrête là. Et c'est là que Zelensky a pris son décret, a adopté son décret qui interdit toute négociation avec la Russie tant que Poutine. Donc, si vous voulez, Zelensky n'a jamais voulu affirmer sa décision. Par conséquent, aujourd'hui, Trump dit, vous avez eu votre chance, vous avez été au siège du conducteur pendant 3 ans, aujourd'hui, c'est moi qui prends les choses en main. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il dit aux Européens. Il dit exactement la même chose. Vous n'avez rien fait en 3 ans, puis tout d'un coup, vous voulez faire partie du processus de négociation. C'est mon processus, c'est moi qui le déclenche. Asseyez-vous et puis laissez-nous faire. C'est nous qui allons régler ça. Et on va le régler à notre manière, puisque vous-même, vous n'avez pas été capable de le résoudre à votre manière. Donc voilà, c'est un peu la dynamique qu'il y a actuellement entre Trump et Zelensky, ce qui explique pourquoi ni Zelensky ni les Européens sont, pour l'instant en tout cas, à la table des négociations. On verra ce qui est par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Riyad, les deux partis qui étaient là, donc on avait la confrontation, entre guillemets, avec Sergei Lavrov et Marco Rubio, 2 délégations, ont fait quand même plusieurs choses. Tout d'abord, ils ont rétabli l'idée, ou ils ont mis l'idée de rétablir des relations diplomatiques normales, Mmh. avec de nouveau un rétablissement du fonctionnement normal des ambassades dans les 2 pays, ce qui est déjà un point important. Deuxième point, ils ont décidé d'établir dans chaque pays des groupes de travail sur la question de la négociation de paix. C'est déjà pas mal aussi, puisque ces 2 groupes devront travailler ensemble pour la préparation des dossiers, si vous voulez, sur la négociation. Mmh. Et puis, il y a un troisième point qui est important aussi, qu'ils ont décidé, c'est que
des élections en Ukraine devaient faire partie du processus de paix. Ça, c'est important. Et par conséquent, il fallait que Zelensky organise des élections en Ukraine pour asseoir. Parce que le problème qu'il y a actuellement, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 30 septembre 2022, le Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine a adopté une résolution qui interdit la négociation avec la Russie. Ce décret est entré en force le 4 octobre 2022 et depuis, entre deux, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Zelensky n'a pas fait d'élection présidentielle et que par conséquent, aujourd'hui, à cause de la loi martiale, il n'est plus vraiment président. Et qu'il a interdit des partis politiques aussi. Oui, alors ça, Oui. c'est autre chose. D'accord. Les partis politiques, il les a interdits bien avant, c'était déjà en mars 2022. En tout cas, il a une situation politique particulière. Une situation politique particulière. Mais le plus important dans cette affaire, c'est que Zelensky, en fait, selon la constitution ukrainienne, la personne qui devrait gérer l'Ukraine à ce stade est le président de l'Assemblée nationale ou de la Verkhovna Rada, qui est l'Assemblée, le Parlement ukrainien. Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est Zelensky qui continue à conduire. Et ce qui démontre ça, c'est que les Russes ont demandé à plusieurs reprises, ont dit: «Mais si vous voulez qu'on négocie avec vous, il faut d'abord que vous abrogiez le décret qui vous interdit de négocier. Parce que sinon, si ce décret n'est pas abrogé, alors quelle est la valeur des négociations qu'on fait puisque vous-même, vous ne reconnaissez pas la valeur de ces négociations?» Donc, les Russes, c'est pas simplement un artifice, c'est vraiment un problème juridique. Les Russes doivent avoir l'assurance que la personne qu'ils ont en face d'eux est l'interlocuteur légitime pour signer un traité avec eux. Donc ça veut dire, premièrement, que ce décret doit être abrogé. Mais Zelensky lui-même a déclaré qu'il ne peut pas abroger ce décret parce qu'il n'est plus président. Ah oui, ça l'arrange, c'est génial. Voilà. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle on est dans une situation un peu du serpent qui se mord la queue en Ukraine et qui fait que l'Ukraine, pourquoi les avoir à la table de négociation? Ils sont pas légitimes pour négocier. Par conséquent, la première chose qui va être à faire, si on veut qu'il y ait une négociation et un accord surtout, la négociation, c'est une chose, mais qu'il y ait un accord qui soit valablement signé entre les deux pays, eh bien, il faut qu'il y ait un représentant légal qui soit à la fois légal et légitime. Autrement dit, un président élu, et c'est pour ça que les deux partis, américains et russes, imposent une élection présidentielle comme étant une composante du processus de paix. Mais merci beaucoup, Jacques Beau, pour tous ces éclairages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se rapproche de ce moment de vérité, de ce moment de déclaration de paix, puis de ce monde qui évolue, et on continuera de l'analyser avec vous. Je vous rappelle que vous êtes ancien colonel d'état-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse, et que vous avez de nombreux ouvrages vraiment de référence à lire aux éditions Max Milo sur cette guerre en Russie et puis sur d'autres conflits. On va citer notamment L'art de la guerre russe, Opération Z et puis Opération Déluge à l'AXA. Merci beaucoup à vous. Vous avez aimé cette émission? Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets? Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.